Le site d'investigation Mediapart estime être victime de censure. De censure préalable à la diffusion d'une enquête. En d'autres termes, c'est la justice française qui interdit aujourd'hui à des journalistes qui n'ont même pas pu se défendre et être entendus de nous livrer le fruit de leur travail. C'est du jamais vu de mémoire de journalistes et de mémoire de juristes. De ne rien faire, c'est-à-dire avant même de savoir ce qu'on allait publier, on nous dit « vous ne pouvez pas publier ». C'est une procédure qui est détournée. C'est vraiment une procédure qui n'a rien à voir avec la presse. Ça existe par exemple dans des histoires de contrefaçon. Un avocat se précipite, obtient d'un magistrat dans l'urgence une requête, et c'est là l'aspect essentiel, sans contradictoire. Ces deux articles permettent de ne pas consulter, avertir, discuter, écouter les arguments de l'autre partie, de la partie qui est visée. Il n'y a pas en démocratie de censure préalable, c'est impossible. C'est ça. On rend compte de ce qu'on a publié et parfois des erreurs qu'on a pu commettre a posteriori, parce que c'est une liberté trop importante pour qu'on la censure. Amis du café, amis d'Au Poste, amis de la police, amis de la presse libre, amis de la moustache. Et Edoui Plenel sera dans le Poste dans quelques instants. Ah ben, les voilà ceux-là. Justement, vous, je vous attendais. Bonjour tout le monde. Je vous attendais parce que nos services nous avaient alertés. Je vais vous montrer ça. Bonjour les hosts postiens, les hosts postiennes. C'est tout à fond, bordel de merde, voilà. Nos services nous avaient en effet prévenus. Ah, il y a Edoui au poste ensuite. Ah bah, là, on est obligé d'aller au poste. Hein. On est obligé d'aller au poste pour aller voir le patronat. Le patronat. Bonjour. Ça va être incroyable. Ça y est, le voilà. Edoui, il est là. As-tu du café à côté de toi, Edoui? Non, toi, t'es pas trop... Je l'ai bu déjà. Ah, tu l'as bu déjà. Bon, comment vas-tu, d'abord? Ça va bien. Ouais. Tant qu'on se bat, ça va. Un huissier toque à la porte de Mediapart. Quel goût de la mise en scène. Cette fois-ci, vous le laissez passer, hein, parce qu'une fois vous êtes opposé physiquement... C'était une perquisition. À une perquisition. Là, c'est un huissier, bon, c'est tous les jours, quoi, c'est la routine. La routine, c'est les documents. Voilà. C'est ça. Sauf que là, l'huissier vous apporte un truc abracadabrantesque, comme dirait Chirac. Oui, on n'avait jamais vu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous apporte ce qu'on appelle une ordonnance, c'est-à-dire une décision judiciaire qui est très courte et qui reprend en fait en copier-coller ce qui était en conclusion d'une requête. Alors la requête, c'est l'avocat, j'explique. Donc oui. On a un feuilleton, des feuilletons multiples de Mediapart, qui n'a pas fait tant de bruit nationalement, mais qui a fait une révolution dans la 13e ville de France, Saint-Étienne, connue pour son club de foot, pour toute son histoire ouvrière. C'est pas n'importe quoi, Saint-Étienne, c'est une ville en plus très, très sympathique et très chaleureuse. Et donc, dans cette ville, nous avons révélé que le maire de cette ville, qui a failli être ministre, parce que c'est les Républicains compatible, proche de la majorité actuelle, le maire Gaël Perdriau et son entourage tenaient depuis 8 ans, comme on dit, je te tiens, comme des méthodes mafieuses, on ne peut pas dire ça autrement, son rival, qui est centriste, et qui est son premier adjoint, parce qu'ils ont fait une alliance, et il craignait que ce rival, Gilles Artigue, se retourne contre lui. C'est de la politicaillerie la plus basse, pourrait-on dire. Et elle est si basse que pour tenir ce premier adjoint et pour qu'il ne se retourne pas contre lui, ils ont monté ce qu'on appellerait à Moscou, chez M. Poutine, un complomat, c'est-à-dire une vidéo intime qui est censée vous foutre la honte, quoi, et vous mettre dans l'embarras. C'est une histoire assez douloureuse, on a mis 7 mois à pouvoir la sortir parce qu'il fallait l'assentiment de la victime, qui est une personne qui est connue pour ses engagements au sein de l'Église catholique, qui a une famille nombreuse et qui se voyait tenue par une vidéo, le filmant en compagnie d'un escort boy, donc dans une relation homosexuelle. Vidéo dont vous avez récupéré les images, dont Mediapart a récupéré les images, a diffusé quelques images et a expliqué la machination ourdie contre lui.
Ah, Voilà, c'est bien et ça. avec son accord, avec l'accord de sa femme, et on a montré cette machination, et on a pu le faire d'autant plus que ce monsieur Artigue, pour se protéger, et dans un moment où il envisageait même de se suicider, enfin tout ça est assez lourd, avait fait des enregistrements dans un lieu professionnel qui est le bureau du maire, à l'hôtel de ville, et dans des réunions de travail où il y avait aussi le directeur de cabinet de la mairie qui déclare des propos genre très très violents dans ses vidéos. On a révélé tout ça. On n'a eu aucune poursuite, aucune plainte, tellement c'était accablant. Ça a provoqué un séisme politique localement, au niveau de la région. Wauquiez, le président de la région, Laurent Wauquiez, qui est aussi les Républicains, a dit vraiment Gaël Perdriau ne mérite pas de rester maire. Il a été exclu des Républicains. Les adjoints concernés, directeurs de cabinet, ont dû démissionner. Lui-même s'est mis en retrait tout en ne démissionnant pas de la représentation de l'hôtel de ville, et surtout la justice, prenant le matériau révélé par Mediapart, a ouvert une information judiciaire à Lyon confiée à 2 juges qui est en cours, dans laquelle Gaël Perdriau a été un temps mis en garde à vue. La justice est en train d'exploiter tout ce qu'elle a obtenu dans des perquisitions, et évidemment, il y aura des rebonds judiciaires dans les semaines et les mois à venir. La nouveauté, là, qui est sidérante, qui est vraiment sidérante et qui crée un grand émoi bien au-delà de Mediapart, nous sommes au tribunal judiciaire de Paris, le tribunal de Paris. Bon. C'est un tribunal où il y a des magistrats spécialisés dans le droit de la presse, même une section presse du parquet, et une chambre correctionnelle, la 17e, spécialisée dans les affaires de presse. C'est-à-dire des professionnels d'un droit très particulier qui protège et régule une liberté fondamentale, qui n'est pas un privilège des citoyens, mais un privilège des journalistes, pardon, mais un droit des citoyens. Je la fais courte. Vas-y. Par cœur, c'est que nous, on a tout à fait le droit de nous poursuivre, de dire vous me diffamez, vous abusez de votre droit, et on va devant cette chambre rendre compte de notre travail en expliquant pourquoi il y a l'intérêt public, c'est-à-dire qu'il y a une légitimité à nos révélations. Deuxièmement, pourquoi il y a une enquête sérieuse, factuelle, avec des documents, des témoignages. Et troisièmement, il y a un respect du contradictoire, c'est-à-dire qu'on a donné la parole aux personnes concernées. Donc ça, c'est la règle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en démocratie de censure préalable, c'est impossible. On rend compte de ce qu'on a publié et parfois des erreurs qu'on a pu commettre a posteriori, parce que c'est une liberté trop importante pour qu'on la censure. De l'air te dit pourquoi cette censure maintenant? Alors, comme ça te permet de respirer, toi, Edoui. Je te relance, mais je sais que tu me connais, c'est-à-dire qu'on me lance et puis. Donc... Désolé, excusez-moi, on se refait pas. Tout va bien. C'est comme Obélix, je suis tombé dans la marmite. Moi. Absolument. Voilà. Vous alliez faire de nouvelles révélations. D'ailleurs, voilà, il faut préciser, c'est le jeune Anton Rouget. Antion, il est basque. Antion. Alors, le prononcer basque. Alors tu as raison, Antion Rouget, jeune journaliste plutôt réservé et brillantissime, il faut le dire. Absolument. Qui suit cette affaire, voilà. C'est un formidable enquêteur, il est au pôle enquête de Mediapart, qui est co-animé par Fabrice Arfi et Michael Achtenberg, et où il y a tout ce travail collectif, et avec beaucoup de précautions, beaucoup de discussions, nous nous apprêtions, Antion s'apprêtait à faire de nouvelles révélations. C'est ça. En fait, en exploitant le même matériau, ces enregistrements qui sont entre les mains de la police et de la justice, nous avions découvert d'autres pratiques tout à fait condamnables et discutables du maire de Saint-Étienne. Cette fois, la victime n'est
un camarade de parti, et c'est carrément une figure de la politique nationale, puisqu'il a des ambitions présidentielles. C'est Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on découvre dans ces enregistrements, je ne peux pas en dire plus tant que le papier n'est pas publié, Bien sûr. des méthodes non pas de chantage, mais d'utilisation de la rumeur en politique pour discréditer quelqu'un, et de la rumeur à nouveau sur l'intimité, pour discréditer intimement quelqu'un. Il se trouve par ailleurs que c'est un peu votre nouvelle marotte, là, Mediapart, puisque vous avez fait plusieurs papiers aussi sur des entreprises dont le travail est justement de nuire à la réputation de tel ou tel, ou au contraire de redorer le blason de tel ou tel. On apprend aussi que des journalistes de Mediapart ont été victimes, et d'autres, mais de Mediapart ont été victimes d'orchestration pour nuire à leur réputation. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un enjeu qui est devenu important, quoi. C'est pas. Tu as entièrement c'est pas raison. des petites C'est-à-dire marottes. que de la même manière que nous, on a de nouvelles armes pour informer, ils ont de nouvelles armes pour nous discréditer. C'est ça. Tu fais allusion à Avisa Partners, Voilà. et tu fais allusion aux officines utilisées sans doute par le Qatar par rapport à nos révélations sur le mondial. Yann Philippin a reçu des mails tout à fait bien faits, avec une photo de ses neveux qui avait l'air de venir de sa sœur, et en fait c'était un piège. Heureusement il n'est pas tombé dedans, pour arriver à capter son ordinateur. Et quant à Visa Partners, ils utilisaient y compris le club participatif de Mediapart C'est ça. pour répandre des fausses nouvelles, pour discréditer des personnes. Voilà, et peut-être que nous n'avons qu'un petit bout de l'iceberg, et je crois que parmi, y compris certaines campagnes qui ont été faites contre nous ou d'autres, il y a ces mêmes méthodes. Donc, d'une certaine manière, nous avions une nouvelle illustration, et notre article était prêt vendredi. Pourquoi ? Parce que nous avions bien vu l'intérêt général de cette affaire, nous avions une base matérielle suffisante, et surtout, nous avions fait le contradictoire. Toutes les personnes concernées par ce que nous allions révéler avaient été interrogées. Monsieur Wauquiez avait réagi, donc il sait très bien ce que nous allions révéler. Et surtout, Gaël Perdriau lui-même, le maire de Saint-Étienne, savait ce que nous allions révéler. 3 heures avant de publier, à 12h57, vous receviez les réponses détaillées de Gaël Perdriau, voilà. Et en fait, c'est 3 heures plus tard que vous apprenez que vous ne pouvez pas publier. En fait, on allait publier en fin de journée, quoi, pour la soirée. L'édition de 19h. Voilà, exactement, l'édition du soir. Ouais. Et là arrive, vers donc un peu avant 16h, cet huissier. Tout ça dans la précipitation. D'ailleurs, il y avait un problème de date de je sais pas quoi dans le document. Il a dû repasser et tout. L'huissier nous amène cette ordonnance. Alors, cette ordonnance fait droit à une requête de l'avocat de M. Perdriau, Christophe Ingrin, qui s'est fait une spécialité, car c'est le même dans l'affaire Reflet. C'est ça. Ah, c'est C'est ça. le même. Donc, il s'est fait une spécialité de ces procédures de bâillon, de censure préalable. Donc, cette ordonnance nous enjoint de ne pas publier, de ne rien faire. C'est-à-dire, avant même de savoir ce qu'on allait publier, on nous dit « vous ne pouvez pas publier ». Alors, cette ordonnance ne tient pas la route. Elle dit d'abord ne pas publier à raison sinon d'une astreinte de 10 000 € par extrait. Alors c'est déjà bizarre, parce que d'habitude une ordonnance elle dit par extrait ou par jour. Une presse il y a pas par jour, il y a par extrait des audios 10 000 balles. 10 000 balles par extrait, soit en citation, soit en audio que l'on peut écouter. Deuxièmement, cette ordonnance est adressée à la directrice générale de l'entreprise Mediapart, Marie-Hélène Smiéjean, qui n'est pas journaliste. Et évidemment, elle n'a aucun pouvoir sur les contenus de Mediapart. C'est une règle simple. Nous, on est des journalistes, et donc c'est un travail qui se fait entre journalistes. Et le seul responsable légal du contenu d'un journal, c'est ce qu'on appelle le directeur de publication. C'est même légalement l'auteur principal. C'est moi. Eh bien, cette ordonnance ne m'est pas adressée. Elle est adressée
à la directrice générale. Enfin, elle s'appuie sur 2 articles, dont l'un s'applique uniquement dans le cas des questions de commerce, donc c'est tout à fait des tribunaux de commerce, donc nous ne sommes pas dans une histoire de... Donc en fait, c'est une procédure qui est détournée. En fait, la procédure, elle existe. Hein. Vous pouvez, un avocat se précipite, obtient d'un magistrat dans l'urgence pour créer un effet de surprise, une requête, et c'est là l'aspect essentiel, sans contradictoire. Ces 2 articles permettent de ne pas consulter, avertir, discuter, écouter les arguments de l'autre partie, de la partie qui est visée. Alors, dans quel cadre ça existe ? Ça existe, par exemple, dans des histoires de contrefaçon. Vous voulez bloquer des pièces pour montrer que vous avez dans votre entrepôt des contrefaçons d'Hermès ou de je ne sais pas quel produit de luxe. Eh bien, vous obtenez en urgence et rapido presta, vous allez vous boucler et ça ne bouge pas et les pièces à conviction ne bougent pas. C'est vraiment une procédure qui n'a rien à voir avec la presse, qui a à voir vraiment avec les questions de disparition de preuves, pourrait-on dire. Et dans des affaires économiques, dans des affaires de carambouille, dans des affaires commerciales. C'est la première fois que quelqu'un utilise ces articles-là, ces articles dans le cadre de la presse. Il y a eu un communiqué hier de l'Association des avocats praticiens du droit de la presse, dont le président est maître Christophe Bigot, qui est par ailleurs l'avocat du Monde. Cette association, elle regroupe tous les pénalistes qui défendent des médias, donc y compris des médias qui n'ont rien à voir avec Mediapart. Hein. Donc, ils sont tombés de leur fauteuil. Ils disent, on n'a jamais vu ça. Ils disent, le tribunal judiciaire de Paris perd la boussole. C'est comme ça qu'ils disent. Je le redis, on n'est pas au tribunal de commerce, justement. On n'est pas dans ce détournement. On est dans un tribunal où la question de la liberté de la presse, on la connaît. On a une tradition juridique. Et là, on a, dans une discussion entre seulement 2 personnes, le président du tribunal de Paris, avec une magistrate qui agit pour lui par délégation, l'avocat de Perdriau, et ces 2 personnes, dans le secret le plus total, dans le secret du cabinet, les mœurs d'Ancien Régime, se mettent d'accord, et hop, il y a un texte qui arrive, Mediapart, vous ne pouvez rien faire, censure préalable. C'est évidemment tout à fait aberrant. Si on laisse cette pratique totalement inédite, sans réaction, et surtout si on n'arrive pas à la faire tomber, c'est pas Mediapart qui est concerné, c'est tout le monde. J'ai vu, et je les en remercie, le directeur de Libération, la directrice des Jours et d'autres dire, mais nous on est prêts à publier l'enquête de Mediapart. Nous n'avons pas voulu... Tu m'étonnes. Au Poste aussi. Non, mais on ne veut pas financer avec ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on publiera cette enquête, mais on la publiera après avoir mené la bataille de droit. Et c'est ce qu'on va faire ce midi. Ce midi, nos avocats vont demander, ce n'est pas automatique, attention, donc vont demander de pouvoir avoir ce qu'on appelle un référé d'heure en heure. C'est ça. C'est-à-dire une urgence. Une procédure d'urgence. Il y a un désordre démocratique, il faut le faire cesser. Et pour le faire cesser, il faut qu'on agisse très vite, pas dans 1 mois, pas dans 2 mois, etc. Et donc, il y aura une audience va être fixée dans la semaine, je l'espère, pour faire tomber cette ordonnance totalement liberticide, totalement arbitraire, en clair digne de l'Ancien Régime, comme je l'ai écrit. Je redis, vraiment, il y a quand même un drôle d'air du temps, parce qu'il y a l'histoire qui est arrivée à Reflet, je m'en souviens très bien, la ministre de la communication, de la culture à l'époque était Françoise Nyssen, et quand il y a eu cette loi sur le secret des affaires, je lui ai dit, mais vous allez voir, ça va être utilisé contre la presse. Non, on vous assure, c'est pas contre la presse, etc. Vous voyez, ça y est, c'est contre la presse. Bon, il y a eu, je vous le rappelle, la tentative de perquisition contre Mediapart. Nous avons fait condamner l'État en juin dernier. La décision, elle n'a pas été assez médiatisée. Ils n'ont pas fait appel. Nous avons fait condamner l'État
pour cette tentative de perquisition, ce qui veut dire qu'il y a une bataille au sein de la magistrature, bien sûr. puisque ce parquet a accepté de faire cette tentative de perquisition. C'était dans le cadre de l'affaire Benalla. C'était pareil, il y avait des audios. Il ne voulait pas, et il voulait absolument porter atteinte aux sources qui nous avaient permis d'obtenir ces audios qui étaient accablants pour Benalla et pour son collègue Vincent Kras, qui montrait comment ils violaient leur contrôle judiciaire, comment ils étaient en lien avec un oligarque russe, etc. Ce que je veux souligner, c'est comment, dans le contexte actuel, il y a quand même, de la même manière qu'il y a eu au parquet de Paris des gens pour dire « bah oui, une tentative de perquisition à Mediapart, bah oui, on y va ». Et personne pour dire « mais attendez, monsieur le procureur, ça va pas la tête ?» Ben, de la même manière, vendredi, je ne sais pas si c'est le président du tribunal judiciaire lui-même, Stéphane Noël, ou la magistrate qui a signé son nom, il n'y a pas eu une personne pour dire « attendez, mais ça va pas votre truc là, ça marche pas ». La question, Edoui, c'est tu penses que c'est une boulette ou tu penses que c'est une provocation? Est-ce que tu penses que tu as parlé de l'air du temps Je ne suis pas tout à dans leur cerveau. Oui. Je pense qu'ils savent maintenant qu'ils ont fait une connerie, vu toutes les réactions. Oui. Mais ce que je veux dire par là, et ça rejoint d'autres domaines que tu as amplement traités, qui sont ce qui se passe au sein de la police, c'est-à-dire la dégradation de la culture démocratique. C'est-à-dire, on le voit sur le terrain judiciaire, et c'est une bataille au sein de la justice. On l'a vu sur le terrain du maintien de l'ordre, où nous, on sait que, toi, moi, d'autres, on sait qu'il y a toute une tradition du maintien de l'ordre à la française qui n'était pas celle de tout ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, et où tout d'un coup, il y a des traditions démocratiques qui reculent. C'est comme les piliers d'une table, il y a des droits fondamentaux. Le droit de s'informer, le droit de s'exprimer, le droit de se réunir, le droit de manifester, le droit de s'assembler, le droit de pétitionner, etc., le droit de protester. Et ces piliers fondamentaux, si on les laisse tomber, la table s'effondre, c'est-à-dire le monde commun politique. Et c'est ce qui s'est joué sur la façon de réprimer terriblement les manifestations ces dernières années, et c'est ce qui se joue sur la question de la presse. Voilà. Reflet est empêché par le secret des affaires. Des gens passent par détournent le droit de la presse pour attaquer la presse. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'ère du temps? Oui, bien sûr, ça fait partie d'un... En clair, c'est ce qui m'a sidéré sous cette présidence, c'est-à-dire, et je dirais sous la fin de la présidence de Hollande avec Manuel Valls, c'est comment, à un moment, des gens qui normalement ont été, il y a des divergences politiques, il y a des divergences sur les politiques sociales, économiques, internationales, elles existent, mais il y a normalement un fond commun démocratique, un fond commun démocratique qui est dans nos textes, qui est dans les préambules de la Constitution, qui est dans la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des gens qui l'oublient, pour qui ça ne compte pas. Et c'est les mêmes personnes qui prétendent, hélas, nous dire c'est nous qui allons faire barrage au pire, à des pouvoirs autoritaires et à des pouvoirs qui piétinent justement les droits et les libertés. Eh bien, c'est là où il y a vraiment quelque chose de très inquiétant. Mais moi, ce qui me surprend... À quoi tu t'accroches alors, Edoui? Entre nous, on est 1000, mais oui, mais à nous qui? À nous. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je pense que l'époque est difficile et en même temps, elle est pleine de résistance. Et je pense que, chaque fois qu'il y a des personnes qui font face, ça donne du courage à d'autres. Alors, bien sûr que les vents sont mauvais. Les vents sont mauvais. Mais... Les vents sont contraires. Ils sont contraires, voilà. Ils sont contraires. Mais en même temps, c'est peut-être plus excitant et plus stimulant que quand on est poussé par un vent où c'est facile, par un vent d'arrière qui vous emporte. Alors vous êtes poussé par 200 000 abonnés, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, 200 000 abonnés. Bon. Puis et puis ce que nous faisons simplement, moi, ce qui est, on va se le dire aussi, comme on le.
on le sent, c'est-à-dire qu'on voit bien, et là je crois que toi tu as été un pionnier, tu es un pionnier, quand on s'est retrouvé au début de Mediapart, tu étais un des premiers dans notre profession à avoir compris ce qui se jouait sur le numérique, mais il faut aussi se dire les choses. Comme toute révolution industrielle, et commerciale et culturelle, etc., elle a d'immenses potentialités démocratiques, c'est ce que nous faisons. Oui. Et en même temps, quand les pouvoirs commencent à voir ces potentialités démocratiques, ils commencent à s'organiser pour les limiter. Et donc nous vivons aujourd'hui sur le numérique aussi. Je pense, on a un peu mangé notre pain blanc et on vit le moment d'une bataille qui s'incarne parce qu'il se joue sur les plateformes, Elon Musk, les licenciements et la brutalité sociale dans le monde du numérique, le règne des opinions. Il y a eu un très bon papier de Martine Orange là-dessus, sur comment voilà. les géants du numérique découvraient le monde réel et les sales méthodes du monde réel. Hein. Bien sûr, c'est pas une nouvelle économie avec des nouveaux principes. C'est des méthodes barbares. Hein. Il n'y a pas de droits sociaux. On te licencie par mail en 2 jours, etc. Et puis aussi, nous, on a eu le rêve, et c'est ce qu'on défend, que c'était le moyen de partager des savoirs, des connaissances, des informations. Et là, on voit ce qui donne la main aux médias de haine qu'il y a dans notre pays, aux médias d'opinion, aux médias de masse, c'est le règne des opinions. C'est-à-dire blablabla, j'ai le droit de tout dire, y compris le pire, et du coup, il n'y a plus de vérité, et on tue la vérité. Et donc, d'où toutes ces fermes à fake news, toutes ces opérations pour ces lieux financiers, ces lieux d'argent, au service des pouvoirs. C'est pas le peuple, c'est pas le peuple numérique qui serait le problème. Le problème, c'est comment les pouvoirs économiques, politiques, partisans, étatiques viennent pour essayer d'entraver les potentialités démocratiques du numérique. Et donc ça va être une bataille, comme au XIXe siècle, c'était une bataille face à la première révolution de la presse, et au bout du compte, on va la gagner. Oui, très bien, très bien. Mais alors, si on est, et je le crois vraiment, comme toi, dans une contre-révolution numérique par rapport à la révolution qu'elle était il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, ou même un peu plus, qu'on est en plein dans une contre-révolution, avec effectivement, on voit bien que c'est un tremplin, notamment pour le populisme, pour l'extrême droite, les réseaux sociaux. Voilà, il y a maintenant tout un tas d'études qui démontrent tout ça, on le sait. Et tu as aussi des chercheurs aux États-Unis qui disent, et ça touche Mediapart, pas directement, mais qui disent que finalement l'éinvestigation, telle que Mediapart l'amène, décourage, démotive, et amène le discours, nourrit le discours du tous pourri. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est marrant, j'ai pas du tout cette perception-là. Je me doute. Alors peut-être aussi que dans le contexte américain, c'est très différent puisque, comme tu sais, l'investigation, elle est beaucoup plus partagée. Moi, ce que j'ai vécu avec Mediapart, comme tu sais, c'est l'investigation, l'enquête, le fait d'apporter tout bêtement des informations inédites, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu, y compris dans la presse traditionnelle, bien avant le numérique. Mais avec Mediapart, grâce au côté participatif et beaucoup plus, en lien avec le public, où on est descendu de l'estrade, moi je ne vis pas du tout la même chose. Et je dis souvent, le virtuel, c'est du réel. C'est fou le nombre de gens que je rencontre qui me disent « Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, je pense pas comme vous, j'ai pas vos opinions, ou je sais pas quoi, ou ce que je suppose être vos opinions, mais heureusement que vous existez. » Pas moi, Mediapart. Oui. Heureusement que vous existez. Sur le thème, ça redonne confiance, pas ça démoralise, au contraire. C'est-à-dire que moi, je crois que le côté, allez, je vais prendre l'image Robin des Bois qu'on peut avoir, c'est-à-dire des gens qui vont prendre des secrets indûment Robin des Bois, il volait. Et les rendre à ceux qui ont le droit de savoir. Eh bien, je crois que ça donne. C'est au contraire populaire. C'est au contraire utile. Alors voilà, et
et que ça donne plutôt confiance, justement dans un moment où la politique, quand même, alors peut-être c'est une différence avec les États-Unis, entre nous, hein, où la politique en France, c'est-à-dire la représentation politique est quand même très déprimante, faut quand même le dire. Le débat politique n'a pas un haut niveau. Certains politiques qui prétendent le relever acceptent d'aller dans les médias de haine, dans les médias, là-dessus j'ai un désaccord public avec ce qui a été fait du côté de la France Insoumise, à participer, maintenant c'est fini, et heureusement ils s'en sont aperçus aux émissions de C8, de Hanouna, comme je l'ai dit, on ne discute pas, c'est pas une formule de moi, mais d'un grand monsieur qui est disparu, on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Mais bien sûr. On ne va pas dans ces univers-là. Et je crois que le niveau du débat public, du côté des professionnels du débat public, a profondément baissé. Et nous, on essaye de défendre pas seulement l'investigation, je crois, c'est aussi donner du sens. Étoile du soir qui vient à ton secours. Je trouve que le côté tous pourris en France est plus alimenté par les reprises partielles des articles de Mediapart, par les autres médias, que les articles de Mediapart en eux-mêmes. Merci, parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Je crois que nous, on essaye de donner du sens, c'est-à-dire c'est pas l'aspect éphémère des choses qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit au fond. Et pour illustrer ce que vient de dire Étoile du soir, nous, on est parfois sidérés de voir que certaines révélations que nous, on ne pense pas les plus importantes, font un buzz totalement fou. Le meilleur exemple, c'est les homards des repas de François de Rugy, où là, ça part en spread total, en boucle, etc. Alors que des révélations autrement graves, autrement lourdes, autrement décisives, le Graal étant l'affaire Sarkozy-Kadhafi, que nous traitons depuis 11 ans, qui va aboutir d'ici un an et demi, 2 ans, à un grand procès, qui est une histoire immense, et qui, elle, j'étais hier pendant qu'on traitait tout ça. Qui, elle, n'est pas au sommet des nouvelles des médias. La hiérarchie de l'information, le sens de l'information, nous, on essaye de le donner et on s'applique à le donner. Après, la façon dont ces médias restent en surface est pour moi, en effet, sidérante. Et par exemple, l'affaire dite de Saint-Étienne, qui vous vaut là des déboires, mais qui nous touche tous, évidemment. C'est pour ça que tu es là. C'est que ça touche en fait absolument tout le monde. Vous vous attendiez en fait à ce que ça fasse plus de bruit. Parce que si tu veux, d'abord, moi j'étais content il y a le côté en France, comme on est un pays centralisé, pour le pire souvent, le côté presse parisienne et ce qui se passe en région. On a fait une rencontre publique à Saint-Étienne, au cinéma Le Méliès. Pendant 3 heures, il y avait tous les médias, on a invité tous les médias locaux. D'abord, ça a tourné à l'agora démocratique, c'est-à-dire que le débat qui n'avait pas pu avoir, il y avait les gens du conseil municipal, ils étaient dans la salle, l'opposition, les gens anciens de la majorité de M. Perdriau, la personne qui avait alerté Mediapart, qui expliquait pourquoi elle ne pouvait pas, devant nos consoeurs et confrères locaux, et elle leur expliquait pourquoi elle ne pouvait pas contacter les médias locaux, pourquoi il y avait trop de conflits d'intérêts et d'imbrications qui faisaient qu'elle ne pouvait pas donner ça à d'autres. Ce que nous, ça nous a mis en évidence, et je crois que ça existe dans d'autres villes, c'est comment, par Gaël Perdriau, il n'est pas seulement maire, et pas un mauvais maire d'ailleurs, de Saint-Étienne, il est aussi le président de la métropole, et c'est comment, par le pouvoir qu'a donné la décentralisation à des élus locaux, tu as une sorte de déresponsabilisation, c'est un vrai ruissellement, comme il y a un président qui a une sorte de droit absolu. Tu veux dire c'est le ruissellement en marche?
Voilà, eh bien, nous, en levant ce couvercle, on découvre au fond des pratiques tout à fait folles. Le directeur de cabinet a des formules, mais d'une violence inouïe dans ses enregistrements, en disant qu'il est en se comportant comme un mafieux criminel, hein, voilà, et le disant, en disant j'ai aucun état d'âme, hein, voilà. Et donc je pense qu'on découvre quelque part, parce que, je vais le dire brutalement, derrière, ils appellent ça la gâche très souvent, c'est-à-dire qu'en fait, il faut le dire, nos élus ne sont, je ne parle pas des petites communes, hein, je ne parle pas des gens qui se dévouent au bien public, mais nos élus, et c'est une bonne chose en démocratie, sont bien payés. Je prends un simple exemple, hein, un élu au conseil régional d'Île-de-France, c'est 2 500 € par mois. Hein, donc, et sans compter c'est les collaborateurs, etc. Donc, il y a un enjeu tout simple, hein, c'est de garder des avantages, hein, de garder, voilà. Et puis par ailleurs, une clientèle, les fonctionnaires territoriaux, les emplois. Et donc il y a tout un monde là qui a une certaine violence, justement, de pratiques mafieuses, c'est-à-dire de quelqu'un qui, une fois qu'il est installé, contrôle. Et je crois que ce que l'affaire de Saint-Étienne nous montre, c'est peut-être des pratiques qui existent ailleurs. Hein, des pratiques tout à fait dignes. Il n'y a pas que dans les romans policiers, en clair, que ça existe. Hein, ça existe dans la réalité, puisque, au fond, c'est une histoire de polar, Saint-Étienne. Hein, c'est comment hein, on monte un coup pour coincer quelqu'un, pour le tenir, pour obtenir ses votes, son silence, et peut-être que d'ailleurs, il n'y a qu'une petite partie de la réalité dans tout ce qu'on a trouvé, puisque c'est une affaire qui durait depuis 8 ans. Il y a 50 000 questions, je ne vais pas toutes les poser, évidemment. Non, mais on va prolonger, je surveille. Tu surveilles. De toute façon, la conférence de presse est à midi. Non, elle est à 15h. Ah, elle est à 15h, donc on a... T'aurais pas dû me dire ça. Non, il faut que j'aille au journal vers 11h. Bien sûr. Ah oui, vous voyez les amis, parce qu'à Mediapart, ils disent toujours le journal. Ça a toujours été le cas, le journal. Ça s'appelle un journal. Le crieur. Le site, enfin je sais pas. Mais non, je trouve ça... Un journal. Je sais. On a mené la bataille pour que le nom journal, c'est pas une question de support papier. Rappelle-toi, bien sûr. On ne voulait pas nous reconnaître comme des journaux. Et donc on a mené cette bataille. C'est pas le support qui fait le journal. Justement, nous faisons. J'allais y venir. Petite incise. Il se trouve que pas plus tard que demain, la commission paritaire va étudier le dossier Au Poste pour voir si Au Poste pourrait être considéré comme un éditeur en ligne afin de bénéficier de la TVA à 2,1%, figure-toi. Alors, je regrette parce qu'il y a quelques années, comme tu sais, c'est moi qui siégeais à la commission paritaire pour la presse en ligne. Donc j'aurais défendu votre dossier avec acharnement. Et ça, c'est le représentant du SPIL, je suis convaincu, va le faire. Voilà, oui, absolument. Nous sommes adhérents au SPIL, mais ça, c'est important peut-être d'expliquer ça. C'est un combat que Mediapart a mené, de dire justement les sites d'information sont des journaux. C'est exceptionnel ça, parce que derrière. Ah, j'étais sûr qu'en appuyant sur ce bouton, c'était bon. Non, mais parce que c'est rejoint à la loi de 1881. Quand on se lance en 2008, et en effet, comme en plus on avait ce modèle inédit de modèle payant, c'est-à-dire nous on dit on est un journal, voilà. Et donc on veut être reconnu comme un journal. Donc on fait une demande à la CPPAP. Et la réponse. La commission paritaire. La commission paritaire des publications et agences de presse. Et la réponse, non, journal, c'est papier. Depuis 1881, hein, on ne bouge pas, c'est papier. Et le président, qui était un conseiller d'État, est très embarrassé. Notre demande est refusée, avec beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire tous les syndicats professionnels de la vieille presse, entre guillemets, hein, j'en viens, c'est pas un préjugé, et je suis pas tout jeune, donc de la vieille presse, monsieur a travaillé à Rouge d'abord. Sans état d'âme, et le président est obligé de faire une lettre au Conseil d'État en disant j'ai un problème, en l'état de la loi, un journal c'est du papier.
Et nous, on dit, c'est stupide. Je veux dire, un journal, c'est pas le support qui va faire le journal. Pour nous, l'enjeu était tout simple. C'était, nous sommes un journal, donc nous avons droit à la même TVA super réduite de 2,5. C'est la bataille que nous avons menée, que nous avons gagnée pour tout le monde. Hein. Aujourd'hui, même au niveau européen, la TVA sur la presse est la même qu'on soit imprimé ou qu'on soit sur le numérique. Très souvent, les nouveaux droits supposent que des gens aient pris des coups pour que ces nouveaux droits existent. Et ça vaut pour les droits sociaux, les droits démocratiques, les droits des femmes. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et on touche du bois, mais nous vivons quand même une situation où pour l'heure, on ne nous met pas en prison pour les conquérir. Durdonov, est-ce le marquage de la fin de l'information pour le prolongement du spectacle? Ça, c'était par rapport, c'était sur le moment où tu parlais des émissions type Hanouna, etc. Je transforme peut-être la question de Durdonov. Est-ce que par rapport à l'expérience que tu as, tu penses qu'on vit dans une période très particulière où finalement c'est la suite des années tapis, dans les années 80, tapis Le Pen, etc., où tu trouves que là il y a vraiment un changement? Il y a un vrai changement, c'est-à-dire l'absence totale de régulation. C'est totalement fou. Nous avons une puissance publique et des autorités de contrôle qui ont renoncé à leur travail. Pour dire très simplement les choses, l'Arcom, l'ancien CSA, quand il donne une radio et une télévision, c'est-à-dire une convention à un opérateur pour exploiter une fréquence hertzienne, il signe un accord, une convention, qui fait qu'en démocratie, comme ce sont des médias en accès libre, radio et télévision, financés par la publicité, ça ne peut pas être des médias d'opinion à sens unique. Sinon, demain, après-demain, il y aura Radio Mille Collines, la radio qui a accompagné le génocide au Rwanda. C'est-à-dire un média d'opinion. Tu vas l'acheter, tu décides d'aller vers ce média d'opinion, tu décides de l'acheter en kiosque ou d'aller le chercher sur Internet. Une radio et une télévision que tu entends avec simplement en branchant et ça t'arrive sur ton écran, ça ne peut pas être un média d'opinion à sens unique. En démocratie, et c'est ce que d'ailleurs défendent très clairement encore d'autres démocraties, il suffit d'aller en Belgique, en Allemagne, ailleurs. Donc ce qui se passe de manière caricaturale avec le groupe Bolloré, mais qui entraîne tous les autres, hein, c'est-à-dire le fait de dire on peut dire ce qu'on veut, et y compris le pire, et y compris des choses qui contreviennent à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme sur l'égalité, eh bien ça ne devrait pas être possible. Hein. On ne peut pas, et les conventions que ces chaînes ont signées disent qu'ils doivent respecter. Et donc, ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui devrait susciter une mobilisation et une remise en cause générale de la part des autorités de contrôle. Sinon, demain, on aura des médias de haine. Donc ça, c'était une réponse courte, les amis. Est-ce que la On va faire plus court, on va abattre nos records. Marmelade te demande, est-ce que la publication a été réfléchie pour intervenir pendant la primaire des Républicains? La publication qui vous est empêchée aujourd'hui ou pas? Et le sous-texte, c'est de temps en temps, Mediapart, vous êtes quand même mauvais esprits. Oui, de temps en temps, on a le sens du timing, oui. Bon, c'est aussi vieux que la presse, comme parfois quand on nous dit « vous feuilletonnez ». C'est aussi vieux de la presse, et d'ailleurs, ça a donné des œuvres littéraires, hein, Alexandre Dumas et d'autres. On feuilletonne, oui, on tient en haleine le lecteur, ça s'appelle une série, hein, et vous en regardez à la télé, enfin sur vos écrans plutôt, et sur vos plateformes avec bonheur. Donc là, il n'y avait pas de timing sur la primaire des Républicains. En revanche, il y a peut-être un timing du côté de M. Perdriau, c'est qu'il devait être réentendu dans sa procédure à lui et dans l'urgence de sa procédure par une commission des Républicains sur l'appel qu'il a formé sur le fait d'être exclu des Républicains. Donc je crois que le timing, il est plutôt de son côté. Une question désagréable, AirSpy. Est-ce que vous faites vos enquêtes autrement qu'en recevant des documents de magistrats ou policiers amis? Elle n'est pas désagréable et ça ne se passe vraiment pas comme ça. Quand on a créé Mediapart, j'avais dit il y a deux objectifs. Il y a un objectif, c'est follow the money.
c'est-à-dire déranger les partis politiques, les affaires d'État. J'avais fait ça, hein. Le pouvoir étatique ou le pouvoir partisan, on a déjà fait. Mais il y a plus difficile. Et le plus difficile, c'est le pouvoir de l'argent. Et nos premières enquêtes, ça a été l'affaire des caisses d'épargne et beaucoup d'autres enquêtes, c'est autour vraiment, et tout ça est dans le débat public aujourd'hui, l'évasion fiscale, le pouvoir des multinationales, vraiment. Et ça, c'est autrement coton que d'embêter, même si c'est dur, hein, le pouvoir d'État ou le pouvoir étatique ou le pouvoir politique, mais là, il y a une puissance de l'argent corruptrice et violente qui est essentielle. Mais l'autre objectif, pour répondre à la question, j'ai dit en effet, il y a un journalisme supposé d'enquête qui est un journalisme fainéant. C'est ce journaliste qui dit « Ah, révélation, révélation !» Je vous révèle ce qu'il y a dans un dossier judiciaire, dans un dossier d'enquête. Ça, c'est fastoche. Il suffit de connaître des avocats, il suffit de connaître des parties prenantes d'un dossier. Et si vous regardez ce que fait Mediapart depuis sa création, ce n'est pas ça. Et le défi qu'on a voulu faire à Mediapart, c'est de révéler des faits avant que la justice ne les connaisse. Et c'est ce qui fait qu'on a pas mal de procès, parce que ça dérange. C'est-à-dire qu'on met sous les yeux... il y a aussi des journalistes qui sont dérangés par ça et qui disent que vous vous prenez pour des justiciers, pour des... On révèle des faits que, y compris la police et la justice, ne connaissent pas. Et après, la justice et la police s'en emparent. Bon, il n'y a pas plus beau métier que de ça, c'est-à-dire d'arriver à trouver des réalités par l'enquête, vraiment par l'enquête, et dans tous les domaines. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas que le domaine des grandes affaires au sens financier, politique ou de la corruption. Prenez MeToo. C'est quoi les enquêtes MeToo ? C'est d'ébranler une indifférence de la justice. C'est d'ébranler... plus qu'une indifférence, pas de moyens et parfois des attitudes très détestables de certains milieux policiers par rapport aux plaignantes. Comme nous l'avons dit souvent, c'est pas que la parole n'était pas libérée, c'est qu'elle n'était pas entendue. Donc quand on est monté en puissance avec l'affaire Baupin, l'affaire Adèle Haenel, enfin pas Adèle Haenel plaignante plutôt, et avec d'autres affaires, et depuis tout le monde voit bien ce qu'il en est sur ces questions de violences sexistes et sexuelles, eh bien c'est aussi pour ébranler le silence, l'immobilisme, l'absence de moyens, l'indifférence des institutions. Donc, pour répondre vraiment à la question, on n'est pas... Bien sûr que ça arrive qu'il y a parfois des sources, un bon carnet d'adresses et des sources qui nous informent, mais vraiment nous sommes... J'aime pas trop ce terme qui est très novlangue, proactif, hein, mais voilà, nous créons une réalité par nos propres dynamiques et pas en étant comme des marionnettes que des gens actionneraient. À propos de dynamique, il y a Marcel du Québec d'ailleurs. Le fait d'avoir voulu censurer un média, enfin le fait de censurer à l'heure qu'il est un média, a-t-on par le fait même produit l'effet Streisand ? Est-ce que tu penses que c'est... Disons qu'on s'en est occupé. Oui, bien oui. Ah oui, quand on sort les gros moyens, la couve de Mediapart, l'article gratuit, la vidéo, c'est qu'on a quand même envie que ça se sache. Hein, on sort les gros moyens. Mais comment tu expliques ça, par exemple ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énorme à cacher et que le risque est plus grand de... Moi, je pense que je peux pas trop déflorer. Je crois que l'avocat de Gilles Artigue l'a dit, qui est un célèbre avocat de Saint-Étienne, et qui d'ailleurs s'était occupé des histoires de foot à Saint-Étienne. Et il a dit que lui, il sait ce que nous allions révéler, puisque son client est un des protagonistes de tout ça. Il sait que ce que nous allions révéler est vrai, et il sait que c'est un séisme politique. Je pense que M. Perdriau, qui, tout en répondant à nos questions, a voulu empêcher
la révélation de quelque chose auquel peut-être il ne pourrait pas survivre politiquement. Pour l'instant, comme vous le savez peut-être, à Saint-Étienne, le groupe des élus de droite de Saint-Étienne n'a pas demandé à M. Perdriau de renoncer à son mandat de maire. Et les Républicains, l'ont peut-être exclu, mais il n'y a pas eu cette pression politique. Or là, les révélations que nous apprêtions à faire sur la façon dont il s'est comporté à l'encontre du principal personnage politique des Républicains de sa région, Laurent Wauquiez, qui est un présidentiable potentiel. Et Laurent Wauquiez lui-même sait ce que nous allions révéler et nous a déjà dit sa réaction, que nous ne pouvons pas révéler pour l'instant, mais qui est d'une réaction d'une très grande colère et d'une très grande fermeté. Nous pensons, notre hypothèse, c'est que M. Perdriau sait qu'il aura beaucoup de mal à survivre politiquement, non pas judiciairement cette fois, mais politiquement à ces révélations-là. Il y a dans le chat un certain nombre de gens qui aiment bien la France insoumise, qui aiment bien Mélenchon, Jean-Luc. C'est tout à fait respectable. Et ils disent que vous respectez pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon, que vous le bousculez. Qu'est-ce que tu réponds à ça? On vous attaque beaucoup là-dessus, tu le sais. Oui, bien sûr. C'est l'occasion d'y répondre. D'abord, comme tu sais, beaucoup de réponses sont sur Mediapart, et y compris, on a même fait des vidéos d'explications dans certains moments. Bon, voilà, nous, on est un média indépendant. C'est pas parce qu'on publie des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur les questions sociales, sur la corruption du pouvoir actuel, qu'on est aligné sur l'opposition à ce pouvoir. Bon, donc on est aussi indépendant à l'égard de ces oppositions. Et c'est tout simple. Évidemment que quand il y a une affaire judiciaire qui concerne le financement de campagnes électorales précédentes de la France insoumise, nous faisons notre travail. Nous avons fait des révélations successives sur ce dossier qui est aux mains de la justice, dans lequel des proches de Jean-Luc Mélenchon sont mis en examen et dans lequel une députée actuelle, Sophia Chikirou, communicante un peu de la France insoumise, est actuellement dans le collimateur de la justice par un rapport de la police judiciaire que nous avons révélé cet été. Donc voilà, c'est des choses que les gens, qui n'ont pas de préjugés et qui n'ont pas de réflexe d'aveuglement militant à la France insoumise, savent qu'on fait simplement correctement notre travail. Deuxièmement, nous avons évidemment aussi exprimé des divergences qui ne sont pas idéologiques, qui sont des divergences à l'égard de la réalité, à l'égard des faits, avec non pas la France insoumise, mais je dirais Jean-Luc Mélenchon plus particulièrement, sur ce qu'il dit sur les questions internationales. Et que l'événement qui est arrivé depuis le 24 février avec l'invasion russe de l'Ukraine a mis sous les yeux de tout le monde. Alors, Jean-Luc Mélenchon et son mouvement n'ont rien à voir avec la compromission de l'extrême droite qui a été financée par le régime de Poutine et qui a été totalement compromise et corrompue, pourrait-on dire, par des liens matériels avec ce régime aujourd'hui dictatorial. Mais nous pensons, de manière très factuelle, démontrer que sur les questions géopolitiques internationales, sur la Syrie, sur l'Ukraine, sur l'essentialisation d'un camp anglo-saxon qui serait forcément méchant, alors qu'en face, il y aurait un camp de la paix qui serait le camp russe et le camp chinois, eh bien, Jean-Luc Mélenchon a, je le dis gentiment, a dit des bêtises, c'est-à-dire des choses qui concrètement n'ont pas aidé à être lucide sur la réalité de la situation. Ça ne nous empêche pas de raconter le travail militant de la France insoumise, son travail législatif, ses débats internes. Et là, pour revenir à ces débats internes, c'est vrai que aussi notre travail, c'est de raconter les problèmes internes de formation politique. Je crois que tout le monde le sait, et l'affaire Quatennens l'a mis sous les yeux de tout le monde, le fonctionnement d'un mouvement gazeux
comme a dit Jean-Luc Mélenchon, où il n'y a pas clairement de procédure, où il n'y a pas clairement de règles de pouvoir, de contre-pouvoir, où il y a un pouvoir et une autorité du leader qui n'est pas contrebalancée par d'autres pouvoirs, eh bien, ça pose des problèmes et parfois, ça peut provoquer des sorties de route. Donc nous, on fait notre travail de manière loyale et contrairement à ce que pensent certains, ils disent, je le sais, hein, ah, Plenel n'aime pas Mélenchon. Non, c'est pas une question personnelle. On a le même âge, ça veut dire que forcément, on a des itinéraires. Et vous avez oui, vous avez quand même des origines politiques similaires. Non, différentes. Non, oui, enfin c'est pas la même maison, mais enfin c'est le même Léon. Mais c'est le même Léon au départ. La vraie, en fait. Est-ce que c'est pas ça un peu le problème? Non. J'ai joué transparent quand Mélenchon. Après, il a préféré Hanouna. Hein, mais quand Mélenchon venait sur Mediapart, et la première fois où il est venu sur Mediapart, j'ai été chargé de faire les questions qui fâchent sur ce sujet-là. Et vous pouvez retrouver la vidéo, ça dure un petit quart d'heure. C'est quoi? C'est Mitterrand. Ça n'a rien à voir avec le trotskisme, où il était lambertiste et moi j'étais à la Ligue communiste. Non, c'est Mitterrand. Moi j'ai connu le jeune sénateur Mélenchon de 35 ans, totalement mitterrandiste, jusqu'à l'aveuglement. Et moi, mon travail de journaliste d'enquête, c'est que je révélais la part d'ombre du mitterrandisme. Bien sûr. Je faisais mon boulot. Et tout le monde sait que ce que j'ai raconté à l'époque est vrai, quoi. Voilà. Et que la gauche aurait été un peu plus lucide, peut-être que ça aurait évité une présidence interminable de 14 ans qui n'a pas aidé à la suite. Hein. Et je crois que la suite se paye de ça aussi. Et je me souviens toujours, un jour, Mélenchon, que je ne connais pas, a demandé à me voir. Et j'étais gamin, enfin on était gamin, on avait, je sais pas, je pense que je devais pas avoir 40 ans ou à peine, voilà, et lui non plus, donc voilà. Enfin gamin, c'est pas gamin, mais pour moi ça l'est aujourd'hui, voilà. Et il demande à me voir, donc oui, je vais le voir, et on a rendez-vous dans le café qui est la rue de Tournon, la rue qui descend du Sénat. J'arrive. Et où je suis le premier, et lui arrive, et à sa manière un peu brusque, il me tutoie, je le vous vois. On dirait de Trotsko, là, le rendez-vous secondaire. Voilà, moi, je le connais pas, je vois pas pourquoi je le tutoie. Et il me dit, Sic, hein, pourquoi t'emmerdes le vieux comme ça? Alors le vieux, c'est pas Trotsky, hein, c'est... Ah bah non, c'est François. C'est Mitterrand. Et je lui dis, écoutez, moi je fais mon boulot, voilà, je vous mets des réalités sous les yeux. Dans notre attitude à Mediapart, il n'y a aucun préjugé et aucun règlement de compte. Et je le dis à tous les militants ou militantes sincères ou adhérents ou sympathisants sincères qui sont là de la France Insoumise, nous on fait un travail qui ne peut qu'aider. Hein, la vérité est toujours révolutionnaire, hein, et regarder la vérité en face... Ça c'était Lénine. Non, c'était Gramsci. Ah non, seule la vérité révolutionnaire, c'est Lénine. Tu es sûr? Il y a les deux, c'est pas clair. Ah, merde. Gramsci citant Lénine. Ah non, arrêtez. Gramsci, moi, je dis. Poutou. Bon, là, c'est n'importe quoi dans le chat. Gramsci l'a dit, mais en citant Lénine. Citant Lénine? T'imagines? Ouais. Bon, de toute façon, c'est une vieille histoire. Les journaux révolutionnaires, y compris ceux de l'opposition de gauche face au stalinisme, s'appelaient La Vérité. Ce qui est quand même une histoire de fou, hein, s'appelait La Vérité. Mais ça voulait dire que, et on rejoint notre débat, il faut bien voir qu'il y a eu une histoire dans la gauche où des immenses chagrins politiques, sans compter d'immenses crimes, et c'est ce que nous rappelle cet enfant bâtard du stalinisme qu'est M. Poutine, ont été commis par d'immenses mensonges. Hein. Et la défense, y compris des vérités qui dérangent, et qui dérangent nos convictions, qui dérangent nos passions politiques, c'est essentiel.
l'histoire de l'opposition de gauche au stalinisme, c'est des gens très minoritaires Bien sûr. qui, dans les années 30, quand il y avait le fascisme qui montait, la guerre d'Espagne, ça disait, les procès de Moscou, c'est une imposture. Oui, il y a des camps de concentration en Union soviétique. Oui, Staline assassine toute une génération de révolutionnaires. Il valait mieux l'avoir dit en temps et en heure que de le découvrir 50 ans après. Voilà, bon, c'est le job. Et derrière ça, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de petitesse, et on peut en débattre à la loyale. Voilà. Et je regrette vraiment... C'est pour ça que je regrette vraiment que les logiques d'opinion, y compris dans la façon de faire de la politique du côté du pas de toute la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de ses plus proches, soit de préférer d'aller chez Hanouna où toutes les opinions se valent, dans une sorte de mépris du peuple. C'est populaire, c'est là qu'il faut aller. Ouais, mais c'est là où on donne crédit, on fait la courte échelle à des gens qui diffusent le pire. C'est des pièges, c'est des dispositifs pas respectables, et il vaut mieux aller face à des médias qui ne vont pas vous épargner, mais qui sont corrects, qui vous poseront des bonnes questions concrètes, et il n'y a jamais de mauvaises questions. Il n'y a de mauvaises réponses. Il y a Julien Pagnac dans le chat qui dit, qui cite quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Plenel-Edoui, je dois être au journal à 11h. Il est 10h57. Merci. Voilà, allez, à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. À Merci, bientôt. Dave.